Bonjour à tout le monde, merci de votre présence. Bienvenue dans ce chapitre, dans le chapitre 4 sur les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale. Hier, on a fait une grosse introduction, donc je vous encourage à aller la voir sur YouTube. Et j'ai fait une grosse introduction parce que ce chapitre, il a un petit peu la particularité d'être un peu décousu, de parler d'énormément de choses qui se passent pendant cette période qui est assez courte. En fait, on est dans les 4-5 ans au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et il va se passer énormément de choses. D'une part parce qu'on repart à zéro, en gros, on repart à zéro. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre d'anéantissement. Elle a anéanti énormément de choses et donc il y a tout à reconstruire après. Et donc, ces quelques années juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale vont être extrêmement riches. Elles vont être très riches on va dire dans les bons côtés autant que dans les mauvais côtés, d'accord. La Deuxième Guerre mondiale, oui, elle s'est arrêtée quand on a fait euh, quand le Japon a capitulé, quand l'Allemagne a capitulé, mais la question qu'on se pose, c'est comment, et ce qu'on a dit dans l'intro hier, comment on fait pour se reconstruire après un tel traumatisme à l'échelle de la planète. Donc il y a énormément de questions qui sont soulevées. Ça, c'est ce qu'on a dit dans l'intro. Je rappelle que je vous conseille d'aller voir ces deux, ou plutôt surtout le premier, ce documentaire qui s'appelle Après Hitler. Il est en lien ici, vous pouvez aller le voir dans le cours, qui va mettre des images d'archives sur quasiment tout ce dont on va parler dans ce chapitre-là. Donc, on lit le chapitre, on l'apprend. Si je vous avais eu en classe, on l'aurait mis en classe, ça aurait fait un peu une séance de cinéma. Et là, n'hésitez pas à aller le voir. Euh, voilà, il est très bien raconté et puis voilà, il est un peu marquant et puis il aide un peu à mémoriser puis à se rendre compte un petit peu de tout ce qui s'est passé. Du coup, on commence notre grand 1 si vous voulez. Je rappelle un petit peu le plan. Grand 1, donc le titre, la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial. D'accord. Après le chaos de la Seconde Guerre mondiale, on va retrouver un petit peu un ordre, mais qui a des particularités. Entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle le monde bipolaire, donc avec deux grandes puissances. Euh, et notre problématique, comment le monde se reconstruit-il après la Seconde Guerre mondiale? Et puis, quel est ce nouvel ordre qui va émerger après le désordre de la Deuxième Guerre mondiale? Donc, dans un grand 1, après la guerre, reconstruire le monde, d'accord, il y a une étape de reconstruction. Et dans le grand 2, c'est ce nouvel ordre, justement. Le grand 2, qu'on fera peut-être pas aujourd'hui. Voilà, un nouvel ordre mondial. Comment la carte va être redessinée, quelles sont les grandes puissances qui vont émerger, quels sont les modèles que les pays vont adopter. Donc, d'un côté, la démocratie, de l'autre côté, plutôt le communisme. Et dans le grand 3, on va quand même faire un grand 3 sur que ce nouvel ordre mondial, il n'est pas synonyme de paix généralisée. Le nouvel ordre mondial, il se fait surtout dans un contexte de ce qu'on appelle la guerre froide, avec énormément de tensions à différents endroits. Donc ça sera notre grand 3. Notre grand 1, pour l'instant. Alors, je vais vous épargner ma relecture du cours. Je vais juste faire défiler les paragraphes comme ça, au fur et à mesure. Et, euh, et du coup, dès qu'il y a des documents dans votre manuel, voilà, on va faire l'alternance entre le cours que je vais expliquer et des petits documents qui sont dans votre manuel, des documents qui sont très bien. Mais il n'y a pas des documents pour tout, mais il y a des documents qui sont bien. Donc, je rappelle, dans votre manuel, on est ici. Hop. Alors, ma tête, je vais peut-être la fermer. Où est-ce que je vais faire comme ça? Hop. Ah non, je sais comment je vais faire. Comme ça. Je le mets en bas. Donc, on est là dans le chapitre sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Ici. Et là, il y a tout le sommaire. Donc, le sommaire qu'on a épluché hier dans l'introduction. Du coup, je vais mettre ça peut-être en grand. Après la guerre, reconstruire le monde. Grand A, bilan du conflit. Alors, le bilan, c'est au niveau humain, beaucoup de morts, et au niveau, on va dire, matériel, avec les villes dévastées. Le bilan, c'est également pour la suite comment faire face psychologiquement à toutes les horreurs qu'il y a eu dans la Seconde Guerre mondiale.
première des choses, on l'a dit à la fin du chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, voilà, énormément de morts. 50 à 70 millions de morts, y compris le génocide qui a exterminé presque la moitié des Juifs du monde. Dans ce bilan également, on a vu que tout est détruit. Les infrastructures sont détruites, les infrastructures économiques sont détruites, en particulier les infrastructures qui concernent, les dispositifs qui concernent l'agriculture. Donc, on sait bien qu'on ne peut pas vivre sans manger et il va y avoir énormément de problèmes de famine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pendant des années, on a orienté l'économie vers la guerre. Donc, du coup, tous les autres aspects de l'économie sont laissés de côté, et en particulier un secteur très important de l'économie qui est l'agriculture. Donc, beaucoup de famines au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un peu partout, donc au Japon, mais également en Europe. Et il y a aussi, à cette époque-là, vous avez entendu parler des rationnements. Pendant la guerre, on est rationné de nourriture pour que tout le monde puisse avoir de la nourriture et que les plus riches ne prennent pas tout au détriment des autres. On rationne la nourriture. Par exemple, pendant le Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, on n'avait pas le droit d'acheter plus de 4 baguettes, par exemple, par jour et par famille, quand vous allez à la boulangerie. Voilà, pour éviter que tout le monde rafle toutes les baguettes. Bon, voilà, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était pareil. Et même à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il manque encore de nourriture. Donc, on rationne encore les gens, on les rationne pour la nourriture, pour la viande, pour le pain, même pour l'eau également, puisque les infrastructures, même les conduits d'eau, peuvent être détruits. Donc, voilà, on est vraiment dans des situations de pénurie. Je rappelle que quand on a vu le reportage Apocalypse Deuxième Guerre mondiale, là, quand on a vu le dernier épisode, on voit un peu l'étendue des dégâts. Et donc, on imagine comment faire pour se reconstruire. En fait, il y a la paix, mais on est un peu en mode survie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour beaucoup, beaucoup de personnes. Ok. Énormément de déplacements de population aussi. Donc, qui c'est qui se déplace à peu près dans tous les sens? Les, les soldats qui étaient sur le front, ils rentrent chez eux. Les populations qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien, plus de famille, elles se déplacent pour essayer de trouver mieux ailleurs. Les prisonniers de guerre, énormément de prisonniers de guerre aussi qui sont libérés. Du coup, la guerre est finie, on libère les prisonniers de guerre. Donc, c'est des millions de personnes. Donc, c'est vraiment énorme. Et donc, tous ces prisonniers de guerre vont rentrer chez eux. Les prisonniers de guerre allemands, on va en reparler, ils ne vont pas rentrer tout de suite chez eux, on va quand même les exploiter, comme ils ont perdu, on va les exploiter pour, entre guillemets, pour réparer un peu les dégâts qu'ils avaient faits. On va en reparler plus tard. On a parlé de ceux, par exemple, qui font le service de travail obligatoire, les Français qui étaient obligés d'aller travailler pour l'Allemagne, donc eux aussi doivent rentrer chez eux. Voilà, des tas de familles qui se déplacent à la recherche, on va dire, d'un monde meilleur parce qu'ils ont tout perdu. Ça, c'est si ça vous dit quelque chose, et il me semble qu'on l'avait fait même en classe, c'est la première image de votre chapitre. Là, et non, je ne sais pas au bon endroit. Ici, c'est illustré par cette image-là. D'accord? Peut-être que ça vous dit quelque chose. Hop, voilà. Et ça, si vous regardez le documentaire après Hitler, vous verrez la vidéo qui va avec. D'accord? Donc là, on voit plein de personnes qui se déplacent à travers une Europe qui est totalement détruite. Donc là, on voit un chemin de fer qui est détruit. Après la guerre, des centaines de milliers de réfugiés, déportés, anciens soldats, prisonniers de guerre, civils, cherchant à retourner chez eux ou au contraire à fuir les bouleversements géopolitiques, arpentent les routes d'Europe. À fuir, voilà, il y en a beaucoup qui vont fuir aussi le stalinisme, donc qui émigrent. Il y a beaucoup d'Allemands aussi ou des populations qui parlaient allemand, qui étaient à différents endroits d'Europe, qui subissent maintenant des vengeances et donc elles qui essaient de retourner en Allemagne. Ok, donc voilà, une autre caractéristique de cette période, c'est énormément de déplacements de population, des millions et des millions de personnes. Et évidemment, toutes ces personnes-là, elles traversent un paysage qui est complètement en ruine. Vous vous rappelez des bombardements des villes.
Donc, voilà. Donc, énormément de villes détruites. Hop, voilà, vous allez sur Google, vous tapez ville détruite, on tombe sur ce genre d'image. Hop, voilà, donc des maisons avec des familles dedans qui sont là depuis longtemps, hop, qui sont totalement détruites. Hop, donc vous imaginez qu'on ne peut pas vivre de la même façon sur un paysage comme ça et qu'il faut toute une période, il faut un certain temps pour pouvoir tout survivre dans un premier temps et pour pouvoir se reconstruire. D'accord? Voilà les exemples d'Hiroshima aussi et de Nagasaki qui ont été rasés en grande partie. Au niveau de l'économie aussi, on l'a dit, donc tout a été orienté vers la guerre. Du coup, la guerre est finie, donc il faut relancer les autres côtés de l'économie. Et donc, plus d'économie signifie, à la base, l'économie, c'est pour répondre à certains besoins. Donc, beaucoup de besoins auxquels on ne répond pas. Plus d'économie, ça veut dire aussi plus de travail, ça veut dire plus de ressources financières, ça veut dire qu'on se débrouille maintenant avec des petits trafics, etc. Ok, donc ça, on a fini le grand A. On voit un petit peu le contexte concret au niveau des victimes humaines, au niveau des dégâts matériels. Voilà, dans quel paysage les gens évoluent et les gens se réveillent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, il y a la paix, il n'y a plus, on va dire, de bombardements massifs. Les gens sont quand même assez satisfaits d'être en vie. Ils se ressentent un peu miraculés. Mais voilà, ils sont en mode survie pour une grande partie. Et il y a tout à réinventer, tout à reconstruire. Donc maintenant, on va se poser la question sur quelle base on doit reconstruire tout ça. Sur quelle base on reconstruit tout ça. En plus, il y a des traumatismes. D'accord? Donc psychologiquement, il ne faut pas croire qu'on se réveille de ça, allez hop, c'est la paix, on fait la fête et on va tout reconstruire. Non, psychologiquement, il y a énormément de dégâts. Beaucoup de gens vont, après avoir subi énormément d'horreurs, peu importe que ce soit des bombardements, que ce soit les génocides, que ce soit les massacres de civils, que ce soit la violence des combats, beaucoup de gens vont mépriser complètement la vie humaine. Et beaucoup de gens vont avoir énormément de rancœur. Donc, il va y avoir beaucoup de vengeance à ce moment-là. On méprise, voilà, on a vu tellement de morts que du coup, la vie humaine perd beaucoup de son importance. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là qui est assez marquant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, d'un côté, on a l'espoir d'un monde nouveau. De l'autre côté, effectivement, évidemment que la guerre mondiale laisse énormément de cicatrices. On découvre, parce que les camps de concentration avec le génocide, et puis où on a enfermé tous les opposants, on les découvre quand on libère les camps. Donc ceux qui étaient dans les camps, ils n'ont peut-être pas vécu les bombardements, ils n'ont peut-être pas vécu les combats, mais ils ont vécu dans des conditions totalement atroces. Et beaucoup ne peuvent pas s'en remettre, quoi. Ils ont perdu toute leur famille pour les survivants, ils n'ont plus d'endroit où aller. Et puis, on leur a fait subir les pires atrocités dans les camps. Donc, pareil, énormément, très difficile de s'en remettre. Surtout qu'il y a eu un petit peu une chape de plomb sur les témoignages. Beaucoup, on n'a pas voulu les écouter, en fait, les rescapés des camps. Et beaucoup vont se murer dans leur silence. C'est quelques années plus tard qu'on va commencer, que les langues vont commencer à se libérer et qu'il va y avoir un petit peu de témoignages. Je sais que parmi vous, dans les terminales, selon les groupes, il y en a certains qui apprennent, qui lisent des livres justement sur le génocide, sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Des témoignages de rescapés des camps. Par exemple, Primo Levi, avec le livre Si c'est un homme. Céline, Voyage au bout de la nuit. Donc voilà, c'est beaucoup plus tard qui se libèrent, tous ces gens, qui libèrent la parole. Au début, on ne veut même pas les écouter, en fait. On a trop souffert pendant la Seconde Guerre mondiale et on dit non, c'est bon. Quelqu'un veut participer? C'est bon? N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Là, sinon, si je parle pendant une heure, pendant une heure, pendant tout le temps, n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, à intervenir. Ok, donc voilà, un certain problème, c'est que voilà, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on ne veut pas entendre ceux qui ont survécu au camp.
Certains vont finalement retrouver un travail, vont se reconstruire. Simone Veil, vous avez sûrement entendu parler d'elle, elle va devenir ministre de la Femme après en France. Et voilà, elle est juive et elle a survécu au camp. Pendant longtemps, elle n'a pas voulu en parler. Euh, voilà, beaucoup ne vont pas survivre à la libération des camps. Alors, d'un côté, il y en a qui ne survivent pas parce qu'ils sont trop en mauvaise santé. Donc, et puis, il n'y a pas beaucoup de. On n'arrive pas à les accueillir, en fait, on n'arrive pas à les prendre en charge. Donc, beaucoup vont mourir, même si le camp est libéré, ils ne vont pas se remettre de leur santé. Et beaucoup aussi, certains vont. Primo Levi, par exemple, qui a écrit si c'est un homme, il va se suicider avec sa femme plusieurs dizaines d'années après parce que il n'a jamais pu se remettre de ce traumatisme. Voilà, il a perdu un petit peu foi en l'humanité. D'ailleurs, c'est un petit peu le titre de son livre. Si c'est un homme, il se pose la question si c'est encore un homme, celui qui a survécu au camp, et si c'est un homme, celui qui a fait souffrir les gens dans le camp. Ok, donc vous voyez, c'est extrêmement riche toute cette période. La Deuxième Guerre mondiale s'est terminée par la bombe atomique, d'accord, par la première utilisation de la bombe atomique sur le Japon. En gros, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le début d'une nouvelle ère, c'est le début de l'ère atomique. Euh, on a une nouvelle menace, c'est la bombe nucléaire. Donc, si jamais il y a un nouveau conflit, on imagine qu'il sera. Alors, si la Deuxième Guerre mondiale était une guerre d'anéantissement, alors que sera un conflit nucléaire alors? Parce qu'heureusement, ils ont trouvé la bombe atomique seulement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La bombe nucléaire, donc qui elle-même est ultra puissante, et en plus qui émet des radiations, donc qui continue à tuer les gens plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années après l'explosion. Donc voilà, on se réveille en sursaut, mais terrorisé par cette nouvelle arme et par les capacités de cette nouvelle arme. Entre parenthèses, évidemment que les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki ne sont que des petits pétards par rapport aux nouvelles bombes atomiques qui vont être construites après. Donc, on en reparlera pendant la guerre froide, mais voilà, il y a une course à l'armement, en particulier à l'armement nucléaire entre l'URSS et les États-Unis. Et puis, on voit la puissance de frappe des bombes atomiques qui sont plusieurs centaines de fois, voire jusqu'à 2000, voire 3000 fois supérieures à Hiroshima et Nagasaki. D'accord, je vous ai peut-être parlé de la bombe. Il y a la différence entre bombe A et bombe H aussi. On en reparlera peut-être plus tard. La bombe H est extrêmement plus puissante et elle se base sur la fusion nucléaire et non pas sur la fission nucléaire. L'énergie de la bombe H est tellement puissante qu'on n'arrive pas à la maîtriser. En fait, on ne peut faire que des bombes pour détruire, mais on n'arrive pas à en faire de l'électricité, pas pour le moment. Alors que l'énergie atomique sur la fission, c'est l'énergie nucléaire civile qui fait de l'électricité aujourd'hui. Euh, on, est, euh, on est en train de domestiquer petit à petit la fusion nucléaire. Donc, on commence à avoir des prototypes de réacteurs à fusion qui peuvent être des sources intéressantes d'énergie, mais pour l'instant, on ne le maîtrise pas encore. On le maîtrisera peut-être d'ici plusieurs dizaines d'années. Ok, c'était juste une parenthèse par rapport aux bombes atomiques et au risque nucléaire. J'en ai parlé, voilà, des actes de vengeance un peu partout en, en Europe. Ben, on se venge des gardes dans les camps, on se venge des collaborateurs, on se venge des Allemands. C'est extrêmement compliqué, surtout que les institutions judiciaires sont un petit peu... d'une part, elles ont servi pendant les périodes d'occupation de l'Allemagne, donc on leur fait plus trop confiance. D'autre part, elles sont un petit peu malmenées, donc il y a beaucoup de procès populaires qui se font et on exécute des gens avec très peu de preuves, sans défense ni rien, euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ça va être, vous avez sûrement entendu parler des femmes qui sont accusées d'avoir collaboré, accusées d'avoir fréquenté des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, on les tombait. Hop, vous avez dans votre manuel une petite image. Hop.
Euh, bon, je trouve plus l'image. Hop, c'est pas là, c'est pas là. Hop, on voyait justement une femme qui s'était fait tondre les cheveux. Voilà, c'est celle-là. Ok, voilà. Donc, on a un peu l'idée de se venger, simplement. On veut humilier les personnes. Bon, il ne reste plus que 10 minutes. Voilà, 10 minutes à m'écouter. Et donc, je vais essayer d'avancer, au moins de terminer, d'avancer au maximum sur ce chapitre. Donc, les femmes ont les tons, mais ça n'empêche pas qu'on va aussi tuer certaines personnes. Euh, voilà, il y a eu énormément de viols aussi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà, on va dire encore les femmes qui sont toujours les victimes. Et aussi, on dit que l'homme s'est un peu vengé sur les femmes parce que voilà, il est un peu humilié par l'occupation, humilié par la défaite. Donc, c'est une façon de retrouver un petit peu sa virilité en se vengeant sur les femmes. Alors que les femmes, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont travaillé, ont nourri les enfants, etc. Donc, on a encore voilà, cette idée un petit peu paternaliste de la société qui essaye de revenir. Ce que j'ai pas dit, beaucoup de petites guerres civiles aussi dans ce nouveau contexte. Peut-être on en reparlera un peu plus tard. Il y a des dossiers dans votre manuel aussi qui parlent de ça, des guerres civiles. Simplement que la guerre est finie. Maintenant, il va falloir retrouver des modèles politiques pour les pays. Alors d'un côté, il va y avoir des communistes qui sont très influencés par l'URSS de Staline, donc des révolutions communistes qui vont s'opposer à des révolutions différentes. Et donc, des fois, ça va mener à des guerres civiles. La Grèce, par exemple, il va y avoir une guerre assez violente. Et finalement, c'est ceux qui ne sont pas communistes qui vont gagner la guerre. Vous avez un autre pays qui s'appelle, un nouveau pays qui va s'appeler la Tchécoslovaquie, où il va y avoir une révolution communiste. Et là, du coup, c'est les communistes qui vont gagner. Et donc, après, il y en a un la Grèce va appartenir, par exemple, au bloc de l'Ouest. Et la Tchécoslovaquie, qui n'existe plus aujourd'hui, va appartenir au bloc de l'Est. D'accord? Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard. Autre problématique, toujours dans ce chapitre, comment juger? Voilà, on a parlé qu'il y a eu beaucoup de tribunaux populaires où on a exécuté les gens avec ni défense, avec pas beaucoup de preuves, etc., avec surtout un esprit de vengeance que de justice. Du coup, les institutions judiciaires vont quand même organiser des procès. En particulier, et puis mais on va se poser beaucoup de questions. On va dire, mais qui il faut juger? Vous imaginez, tous les Allemands ont subi le totalitarisme, donc tous les Allemands sont censés être nazis. On ne peut pas faire un autre génocide et massacrer tous les Allemands. Donc, il faut trouver des responsables. Alors, dans chaque localité, on va trouver des responsables, des anciens collabos, des nazis qu'on a attrapés, qui sont prisonniers, des chefs de camps de concentration, etc., des gardes. Mais au niveau mondial, il y a, pour juger les plus hauts responsables nazis, c'est ce que vous connaissez, c'est lors du procès de Nuremberg. Symboliquement, Nuremberg, rappelez-vous, en 1935, c'est là où avaient été votées les lois antisémites des nazis, qui ont commencé à exclure les juifs de la citoyenneté allemande. Et symboliquement, on fait le procès de Nuremberg pour juger les hauts dignitaires nazis. Donc de novembre 1945, donc juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et ça va durer jusqu'à presque un an, jusqu'à octobre 1946. Il est placé sous l'autorité du tribunal militaire international, d'accord? Donc, en fait, on va en parler de l'ONU, on va parler de la création de l'ONU aussi dans ce chapitre-là. Le tribunal de Nuremberg, il est fait on va dire, sous responsabilité, sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies. Et il y a une vingtaine de dirigeants nazis qui vont être jugés. Et à ce moment-là, on doit inventer, parce qu'on les juge en fonction de quelle loi il faut les juger. Quand on juge quelqu'un dans un pays, c'est parce qu'il a commis une infraction. Quand c'est une guerre, au nom de quelle loi on va le juger? Donc on doit
inventer des nouvelles lois pour les juger. Et alors là, ces nouvelles lois qui sont créées à ce moment-là, c'est les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité qui vont permettre de les juger. Alors c'est assez compliqué aussi parce que il va y avoir ceux qui vont être jugés et exécutés. Il va y avoir ceux qui vont être acquittés, et puis il va y avoir ceux qui vont s'enfuir. Alors, pas pour le procès de Nuremberg, mais ceux parmi les nazis qui sont jugés ailleurs, il y a ceux qui vont s'enfuir et qui vont jamais rendre de compte. Ou alors, il y a ceux qui vont être rattrapés par plusieurs années après et qu'on va juger quand ils seront déjà vieux. Et dernière chose, encore une autre situation dont on a déjà parlé, il y a les nazis qui vont être récupérés soit par l'URSS, soit par les États-Unis, parce qu'ils ont des très bonnes compétences. Et donc, on va les laver de tous leurs crimes. Et puis, ils vont travailler pour l'URSS et pour ou alors pour les États-Unis. Ça, c'est très bien expliqué dans le deuxième reportage que je vous montre, qui s'appelle La dénazification de l'Allemagne, mission impossible, où on voit un petit peu le jugement de certains Allemands, de certains nazis, comment ça se passe. Voilà, le meilleur exemple qui montre un nazi qui a été récupéré par les États-Unis, c'est Braun, qui était l'inventeur du missile V2, dont on a déjà parlé, donc missile V2 qui ressemble à la fusée de Tintin dans Objectif Lune et On a marché sur la Lune, qui était capable d'aller très loin tout seul, donc il n'avait pas besoin d'un avion pour le bombarder, qui était autonome. Et ce monsieur Braun, qui a inventé le missile V2, finalement, il va devenir le chef adjoint de la NASA. Et puis, c'est lui qui va permettre aux États-Unis de faire la course aux étoiles, la course à l'espace contre les Russes. Voilà, dénazification de l'Allemagne, voilà, c'est ce que je viens de dire. Elle se fait de façon assez compliquée avec des gens qui payent pour les autres et puis des gens qui sont acquittés, puis des gens qui sont récupérés. Est-ce que j'ai le temps de faire le petit C? Bon, je ne pense pas qu'en 3 minutes, j'ai le temps de faire le petit C. Ou alors, je vous laisse le relire. Je vais essayer en 1 minute. Comme ça, au moins, on aura terminé. Puis la prochaine fois, on fera le grand 2. Pour la reconstruction, donc oui, il y a la reconstruction matérielle qui passe par les politiques de reconstruction. On va en parler tout de suite. Il y a la reproduction aussi politique. La reconstruction politique, à quel modèle on adhère. Donc, il va y avoir une concurrence entre les États-Unis et l'URSS pour influencer les pays et propager leur modèle. Donc, c'est pour ça qu'en gros, les hommes politiques vont devoir faire un choix entre soit mettre les modèles à la mode, en fait, à ce moment-là, c'est le modèle communiste, et se mettre un petit peu derrière Staline, ou soit le modèle libéral, démocratique, pour se mettre derrière les États-Unis. Donc, ça va se faire des fois avec des guerres civiles. On va réutiliser aussi les expériences politiques, par exemple de la Scandinavie au lendemain de la crise de 29, avec la démocratie sociale, où l'État intervient dans l'économie et puis aide les habitants. Ça va se couper, je suis désolé, du coup on n'aura pas pu aller jusqu'au grand 2, donc on terminera le grand 1 la prochaine fois. Du coup, on se quitte assez rapidement. Merci beaucoup de votre participation. La vidéo, elle sera disponible. Sur YouTube, là, dans la journée, enfin, dans pas longtemps. Très bonne journée à vous, bon courage. Donc voilà, vous pouvez aller relire aussi le cours, aller voir surtout le documentaire dont je vous ai parlé. Et puis, merci, et puis à très bientôt. Au revoir. Du coup, voilà.
Au revoir. Au revoir.